Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux 200 délires d'Éric Dubé. Aujourd'hui, nous allons mettre les pieds dans le plat, dans le plan. Enfin bref, nous allons remettre la notion d'horizontale à plat. Avec les arguments que nous allons étudier aujourd'hui, Éric Dubé nous montre qu'il ne comprend rien à ce qu'est l'horizontale sur une Terre sphérique. Il en déduit donc fort logiquement que la Terre ne peut qu'être plate. C'est un peu comme si je vous disais que je ne comprends rien à l'informatique et que c'est donc bien la preuve que ça ne peut pas exister. Et que toute cette histoire n'est qu'un vaste complot ourdi par Linus Torvald. Il va nous falloir commencer par expliquer trois principes pourtant simples, mais apparemment hors de portée d'Éric Dubé, comme nous le démontreront les 13 preuves de sa bêtise que nous aborderons ensuite. Premièrement, comment définir une droite horizontale? Pour ça, nous pouvons utiliser deux outils. Tout d'abord, un fil à plomb et une équerre. Deuxièmement, un niveau à bulles. Dans les deux cas, l'outil vous montre la verticale. Oui, même le niveau à bulles. La verticale étant la droite qui passe par un point de la surface et le centre de la Terre. Il suffit maintenant de tracer une perpendiculaire à cette verticale pour trouver l'horizontale. Deuxièmement, comment fonctionne un niveau à bulles? C'est simple. Du fait de sa densité moindre par rapport au liquide, la bulle monte toujours à la verticale dans le liquide. La bulle montre donc toujours la verticale. Cependant, l'outil est fort judicieusement fourni avec une règle intégrée qui vous montrera l'horizontale une fois que la bulle sera stabilisée au milieu du tube. Maintenant, faisons un petit schéma pour bien comprendre. Voici le sol, en bleu. Sur ce sol, je trace un plan horizontal. Jusque-là, pas de problème. Maintenant, prenons un peu de recul et augmentons la taille de notre plan. Celui-ci est maintenant bien plus grand, mais il n'a pas changé d'orientation. Si maintenant je me promène sur mon plan, que va me dire mon niveau à bulle? Mon plan est parfaitement plan. Il a été mesuré à l'horizontale. Mais est-il horizontal sur toute sa surface? Non. Sur un plan purement géométrique, une droite horizontale n'est qu'une tangente à la surface. Elle n'est horizontale que par rapport à un point donné. Comment mesure-t-on l'altitude? L'altitude n'est rien d'autre que la distance d'un point par rapport au centre de la Terre. Le zéro ayant été arbitrairement placé au niveau de la mer. Tout ce qui se trouve plus éloigné du centre de la Terre sera en altitude positive, bâtiments, collines, montagnes. Tout ce qui se trouve plus près du centre de la Terre sera en altitude négative. Toute autre interprétation n'a absolument aucun sens. Bien. Maintenant, attaquons-nous aux arguments de Dubé. Argument numéro 3. Les propriétés physiques naturelles de l'eau font qu'elle trouve et de maintient son niveau. En quoi cette affirmation peut-elle démontrer que la Terre n'est pas une sphère? Ici, Dubé nous dit simplement qu'il ne comprend rien à la gravitation, qu'il ne sait pas faire la différence entre une vitesse constante et une accélération, et qu'il ignore complètement les phénomènes de marée pour oser nous affirmer que l'eau trouve et maintient son niveau. Si la Terre était une sphère géante inclinée, vacillante et franchissant l'espace infini véritablement plat dans une course effrénée, les surfaces constamment à niveau ne pourraient exister dans ce cas de figure. Ceci étant dit, nous allons maintenant démontrer à quel point Dubé ne comprend rien, et surtout qu'il ne cherche pas à comprendre ni à vérifier si ce qu'il dit a le moindre sens. Comme à son habitude, Dubé affirme beaucoup, mais il n'explique pas comment il en arrive à une telle conclusion. Comme son argumentaire se limite à Je te le dis, alors tu dois me croire. je vais suivre le principal conseil que nous donnent les platistes lorsqu'ils sont à bout d'arguments, et je vais faire mes propres recherches. Partons du principe erroné que la Terre, le Soleil et la Voie lactée tournent dans un même plan, pour nous simplifier grandement les calculs. Partons également du principe qu'ils tournent dans le même sens. Il arrive alors à un moment où les trois forces centrifuges se cumulent. Nous allons donc les calculer pour un litre d'eau, 1 kg, situé à la surface de la Terre, en nous servant du site tout calculé. Commençons par la force centrifuge due à la rotation de la Terre sur son axe. Nous allons la maximiser en calculant sur l'équateur, et nous allons chercher les informations dont nous avons besoin sur Wikipédia. Rayon équatorial, 6378,137 km. Tour, 1 par jour. Ce qui nous donne une force centrifuge phénoménale de 0,033 newton. Poursuivons avec la force centrifuge due à la rotation de la Terre autour du Soleil. L'aphélie de la Terre, la plus grande distance au Soleil, 152 97 101 km, auquel il convient de rajouter le rayon de la Terre pour calculer la force centrifuge exercée sur notre litre d'eau, ce qui nous donne 152 104 079,137 km. Avec un tour par an, soit
un 365e tour par jour. Nous obtenons alors une force centrifuge de 0,006 newtons. Continuons avec la force centrifuge due à la rotation du Soleil par rapport au centre de la Voie lactée. Pour cela, nous allons avoir besoin de la distance du Soleil par rapport au centre de la Voie lactée et de sa période de rotation autour du centre galactique. Un petit tour s'impose donc sur la page Wikipédia de la Voie lactée. Distance Soleil-centre galactique, 27 200 plus ou moins 1100 années-lumière. Soyons donc larges et comptons 28 300 années-lumière, soit 2,667 multiplié par 10 puissance 17 km. Durée d'une révolution du Soleil autour du centre de la Voie lactée, 240 millions d'années, soit 4,166 multiplié par 10 puissance moins 9 tours par an, ou encore 1,14 multiplié par 10 puissance moins 11 tours par jour, ce qui nous donne une force centrifuge de 0,0000002 newtons. Cumul de ces trois forces centrifuges, 0,039 778 628 de newtons. Il nous reste encore une force à calculer, celle de l'attraction gravitationnelle que la Terre exerce sur notre litre d'eau. Retournons donc sur la page Wikipédia de la Terre et cherchons le rayon équatorial de la Terre, 6378,137 km, ainsi que sa masse, 5,9736 multiplié par 10 puissance 24 kg, ce qui nous donne une gravité de 9,8 newtons. Nous n'avons plus qu'à déterminer le rapport entre la force de gravité et le cumul des forces centrifuges. Et on se rend compte que la gravité est 246 fois plus importante que les trois forces centrifuges cumulées. Cumul qui ne peut se produire qu'une seule fois par an lorsque la Terre, le Soleil et le centre galactique sont alignés dans cet ordre. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous représentez la gravité par un trait de 1 mètre, vous devez en retrancher 4 mm pour prendre en compte le cumul de ces trois forces centrifuges. Dubé s'est encore fourré le doigt dans l'œil en nous démontrant toute l'étendue de son incapacité à prouver que la Terre ne peut pas être sphérique. Mais puisque la Terre est en réalité un plan plat étendu, il n'apporte ici aucune preuve de ce qu'il avance, et dans le même genre, je pourrais prétendre que Dubé est un âne puisqu'il dit des âneries. Cette propriété physique fondamentale des fluides trouvant et maintenant leur niveau est cohérente si l'on se réfère à l'expérience et au bon sens. Quelle expérience? Quel bon sens? Celui de quelqu'un qui prétend que la Terre est plate, mais ne cherche surtout pas à savoir si son argument peut résister à la contradiction? Arguments 4 et 5. Ici, Dubé nous sort 2 fois le même argument et nous vend ça comme étant 2 preuves. C'est pas bien de tricher. Aurait-il eu de la peine à trouver 200 vrais arguments? Les rivières s'écoulent vers le bas jusqu'au niveau de la mer, empruntant le chemin le plus facile au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et dans toutes les autres directions intermédiaires sur la Terre en même temps. Si la Terre était vraiment une boule pivotante, alors beaucoup de ces rivières auraient l'impossibilité de circuler en montée. Doit-on comprendre ici que sur sa Terre plate, les rivières pourraient s'écouler en montant? Par exemple, le Mississippi, dans ses 4828 km, aurait à monter 17 700 km avant d'atteindre le golfe du Mexique. Miles, mètres et kilomètres, le traducteur est incapable de faire une conversion correcte. Nous aurons de nombreuses occasions de le vérifier. Une partie de la rivière du Nil s'écoule sur plus de 1600 km incluant une chute de seulement 1 pied. De où à où? Ça aurait été bien de le préciser. Moi, je n'ai rien trouvé de tel dans le cours du Nil. Certaines parties à l'ouest du Congo en Afrique, selon l'inclinaison supposée et le mouvement de la boule Terre, se retrouveraient parfois en montée et parfois en descente. Qu'est-ce que l'inclinaison et le mouvement de la Terre viennent faire ici? Ah oui, j'oubliais, Dubé ne comprend rien à la gravitation. Ce serait aussi le cas pour le Paraná, le Paraguay et d'autres grands fleuves. Ici, je ne parviens pas à comprendre la logique de Dubé, si tant est qu'il en est une. J'aimerais beaucoup qu'il nous explique comment il imagine le globe terrestre pour que le Mississippi, qui s'écoule du nord vers le sud, soit obligé de s'écouler en montant, pendant que le Nil, qui s'écoule du sud vers le nord, le ferait avec une chute de seulement 1 pied en 1600 km. Ceci dit, entre Abou Hamad et Corti, le Nil s'écoule vers le sud-ouest, mais ça n'a pas l'air de poser de problème à Dubé. Pourquoi? Nous ne le saurons jamais. Pendant que le Congo et le Paraná feraient des montagnes russes en montant et en descendant. Comment définit-il le sens d'écoulement de l'eau sur une Terre sphérique pour pouvoir affirmer des énormités pareilles?
C'est le problème avec Dubé, il affirme beaucoup, n'explique jamais, et au final, il ne démontre absolument rien. Mais puisqu'il le dit, il faudrait le croire sur parole. Bah non. Avancer 200 idioties sur un même sujet n'en fera jamais une vérité. Allez, tentons quand même de comprendre son approche pour le Mississippi. Il a tracé une corde entre la source et le delta du Mississippi et l'a déclarée horizontale. Oui, je sais, c'est bizarre. Puis, il a mesuré la hauteur de l'arc à mi-chemin. Et voilà. Argument 6. Si la Terre était une boule 40 225 km de circonférence, ce que prétend la NASA et l'astronomie moderne, L'idée de la sphéricité de la Terre date de l'Antiquité. Il devrait le savoir puisqu'il est allé nous rechercher les écrits de Lactance. Argument 114, vidéo sur la gravité. Je mets le lien dans la description. De plus, l'astronomie ne prétend pas que la Terre est sphérique. Elle l'a démontré. Et ce n'est toujours pas le cas pour la Terre plate. Spoiler alert, jamais aucun modèle de la Terre plate ne tiendra la route. Mais de là à le faire comprendre à Dubé et à ses confrères, que dire de la trigonométrie sphérique dictant que la surface de toute eau calme doit montrer une courbure en descente facilement mesurable de 20,32 cm par kilomètre multiplié par le carré de la distance. Cela signifie que le long d'un canal 9654 km d'eau calme, la Terre plongerait de 1,83 m. Ici encore, le traducteur s'est mélangé entre miles, mètres et kilomètres. Un pic sur une courbe? Trop fort en géométrie, le gars. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il n'y comprend rien que ça lui donne raison. Cependant, chaque fois que ces expériences ont été menées, l'eau calme s'est avérée être parfaitement de niveau. Quand l'expérience dont il parle, je suppose qu'il s'agit ici de Bedford Level, elle a réfuté l'hypothèse de la Terre plate depuis longtemps. Elle le fera à chaque fois qu'elle sera tentée de manière rigoureuse et scientifique. Argument 7. Les arpenteurs, les ingénieurs et les architectes ne sont jamais tenus de prendre en compte la courbure supposée de la Terre dans leurs projets. Encore une fois, ceci est une affirmation absolument gratuite, ce n'est pas une preuve. Argument 8. Le canal de Suez reliant la Méditerranée à la mer Rouge est de 160,90 km de long, sans aucune écluse, rendant l'eau d'une continuation ininterrompue entre les deux mers. Lorsqu'il fut construit, la supposée courbure de la Terre n'a jamais été prise en considération, il a été creusé le long d'une ligne de référence horizontale de 7,93 mètres au-dessous du niveau de la mer, en passant par plusieurs lacs d'une mer à l'autre, conservant la ligne de référence et la surface de l'eau courante parfaitement parallèle sur les 160,90 km. Encore une fois, pour pouvoir tracer un tracé horizontal, on se sert d'un niveau à bulles. Mais pas un seul ingénieur des travaux ne serait assez stupide pour se contenter d'une seule mesure d'horizontalité sur un chantier de 160 km. Si vous en connaissez un, virez-le ou allez voir une autre entreprise, mais surtout ne bossez pas avec lui. Argument 9. L'ingénieur W. Winkler a été publié dans la revue de la Terre. Qui est ce W. Winkler? Aucune information n'est disponible à son sujet. Quelle est cette revue de la Terre? Dans quel numéro ce type aurait-il été publié? Dubé ne nous donne aucune information, comme s'il ne voulait pas qu'on puisse vérifier ce qu'il dit. Alors, après une petite recherche, j'ai quand même trouvé ceci. Le vrai titre de la revue, Earth Not a Globe Review. Ce n'est en aucun cas une revue scientifique, juste un tabloïd qui tente de faire gober l'histoire de la Terre plate à la fin du 19e siècle. On y trouve, pas facilement je vous l'accorde,
Le témoignage complet dont il est question ici. On peut y découvrir que ce pseudo-ingénieur avoue ici très clairement qu'il réfute ce qui lui a été enseigné à l'école. Dès lors, peut-on se fier à lui en tant qu'ingénieur et en tant que témoin? Enfin, Dubé nous avance comme preuve le témoignage d'un type qui date de 1893, comme si rien ne s'était passé depuis dans la connaissance de la Terre. Il n'a donc trouvé aucun scientifique platiste du XXe ou du XXIe siècle? Oui, je sais, ça n'existe pas. Mais bon, analysons un peu cet argument. En ce qui concerne la prétendue courbure de la Terre, il a déclaré, en tant qu'ingénieur ayant de nombreuses années d'expérience, Impossible à vérifier, ce n'est donc pas une preuve, juste une affirmation. j'ai constaté que cette valeur absurde était autorisée uniquement dans les livres scolaires. Aucun ingénieur ne songerait à permettre quoi que ce soit de la sorte. Ici, il se permet de parler au nom de tous les ingénieurs. Quelle légitimité a-t-il pour pouvoir se le permettre? J'ai projeté un grand nombre de kilomètres de voies ferrées et davantage encore de canaux, Donc, des ouvrages d'art posés à même le sol. Je vous renvoie donc au fonctionnement du niveau à bulles. et la valeur n'a même pas été pensée, encore beaucoup moins prise en compte. Cette valeur de la courbure signifie ceci, elle est de 20,32 pour les premiers 1609 km d'un canal, Encore une fois, le traducteur ne parvient pas à faire une conversion entre miles, kilomètres et mètres. Pourquoi s'entête-t-il donc à passer des miles au kilomètre? et le ratio augmente au carré de la distance en kilomètres, ainsi un petit canal navigable pour les bateaux, disons de 48,27 km de long, aura selon la règle ci-dessus, une valeur pour la courbure de 183 mètres. Pensez à cela, puis s'il vous plaît ne créditez pas les ingénieurs d'une telle imbécilité. Rien de tel n'est toléré. Nous ne pensons pas davantage à permettre 183 mètres de courbure pour une ligne de 48,27 km de voie ferrée ou de canal, que de perdre notre temps avec la quadrature du cercle. Où est la preuve ici? Il ne s'agit que d'une opinion, un témoignage d'un type qui ne comprend rien à la gravité, et dont on peut légitimement se demander s'il comprend comment fonctionne un niveau à bulles. Venant d'un soi-disant ingénieur, je trouve ça plus qu'inquiétant. S'il faut tenir pour preuve les témoignages de tous les incompétents, on en arriverait à démontrer tout et n'importe quoi. C'est malheureusement sur ce genre d'argument foireux que Dubé s'appuie pour nous vendre sa merde. Pour information, quoi qu'en disent ces gens, s'ils ont vraiment existé au XIXe siècle, en topographie, on prend systématiquement en compte la courbure de la Terre. Je vous renvoie à ces deux liens que je mets dans la description. Le chemin de fer de Londres et du Nord-Ouest forme une ligne droite de 289,62 km de long entre Londres et Liverpool. Le point culminant du chemin de fer, à mi-chemin de la gare de Birmingham, est à seulement 73,2 mètres au-dessus niveau de la mer. Si le monde était vraiment un globe, se courbant de 20,32 cm par kilomètre carré, le tronçon ferroviaire de 289 km formerait un arc, avec le point central à Birmingham s'élevant à plus de 1600 mètres, pour un total de 1647 mètres au-dessus de Londres et Liverpool. Ici, Dubé nous montre toute l'étendue de sa stupidité. Je sais, je suis dur avec lui, mais après tout, il l'a bien cherché. Tout d'abord, à l'argument 6, il nous parlait d'une courbure en descente. Maintenant, ça monte. Faudrait savoir, ça monte ou ça descend? Faisons donc un petit schéma pour comprendre ce qu'il dit. Voici une belle planète bleue bien sphérique. Voici maintenant Londres, Liverpool et Birmingham. Dubé nous fait un savant calcul et nous dit que si la Terre était bien sphérique, Birmingham devrait se situer 1600 mètres plus haut que Londres et Liverpool. Pour en arriver à cette extraordinaire conclusion, il a tracé une corde entre Londres et Liverpool et calculé la hauteur de l'arc, comme il l'avait fait pour l'exemple du Mississippi. Mais sur quels critères se base-t-il pour nous pondre son calcul? Regardez, voici le même schéma, mais avec un autre angle de référence. Birmingham est-elle toujours 1600 mètres plus haute que Londres et Liverpool? Faut-il toujours monter pour atteindre Birmingham en partant de Londres? La démarche de Dubé est stupide. Vraiment. Il tente de réfuter la sphéricité de la Terre en se basant sur une logique de Terre plate. C'est aussi idiot que de vouloir gagner à Fortnite avec les règles du Monopoly. Encore une fois, nous n'avons ici qu'une affirmation idiote de quelqu'un qui ne sait pas comment on mesure l'altitude sur notre Terre sphérique. Cet argument n'est donc pas une preuve scientifique.
Juste le genre de propos qu'on peut entendre dans un bar à 2 heures du matin après une soirée plus que bien arrosée. Argument 11. Un arpenteur et ingénieur de 30 ans. Quel est le nom de ce monsieur? Aucune idée. Cette information étant absolument invérifiable, nous pourrions tout simplement la mettre de côté et l'oublier. Publia dans le journal Birmingham Weekly Mercury. Quand a-t-il publié ceci? Février 1890. Quel est ce journal? Aucune information à ce sujet, mais on retrouve ce texte au mot près dans Earth Not a Globe Review. Il a déclaré « Je suis parfaitement familier de la théorie et de la pratique du génie civil ». Affirmation que nous ne pouvons bien évidemment pas vérifier, ce qui est bien pratique pour Dubé, mais qui rend de fait son argument impossible à accepter comme une preuve de quoi que ce soit. Cependant, s'il est possible que certains de nos professeurs soient fanatiques de la théorie de l'arpentage selon les règles prescrites, il est cependant parfaitement admis de nous tous que C'est qui, nous? En quoi ce type dont on ne sait rien est-il légitime pour s'expliquer au nom de tous ces gens dont on ne sait rien non plus? ces mesures théoriques sont incompatibles avec toute illustration pratique. Ici, on attend qu'il développe pour nous expliquer pourquoi ça ne peut pas marcher sur une terre sphérique soumise aux lois de la gravitation définies par Newton. Mais non, il part sur ses locomotives. Toutes nos locomotives sont conçues pour fonctionner sur ce qui peut être considéré comme à niveau et à plat. Il y a, bien sûr, des inclinaisons partielles ou des déclivités ici et là, mais elles sont toujours définies avec précision et doivent être soigneusement traversées. Mais quelque chose d'approchant 20,32 cm dans les 1609 km. Encore une fois, le traducteur s'est mélangé les pinceaux entre miles, mètres et kilomètres. Pas doué le type. Il fallait donc lire 20,32 cm pour les premiers 1 km 609. Augmentant comme le carré de la distance, ne pourrait être mis en œuvre par aucun moteur jamais construit jusqu'ici. Si l'on prend une station par rapport à une autre dans toute l'Angleterre et l'Écosse, on peut dire que toutes les plateformes sont au même niveau relatif. Si on regarde la Chine, avec ses voies ferrées entre Canton, au bord de mer, et Tibet à plus de 4000 mètres d'altitude, ça veut dire quoi à un même niveau relatif? Et relatif par rapport à quoi d'ailleurs? Ceci n'est qu'une affirmation tellement dénuée d'arguments qu'elle ne veut plus rien dire. La distance entre les côtes orientales et occidentales de l'Angleterre est de plus de 482,70 km. Si la courbure préconisée était si bien représentée, les stations centrales de Rugby ou Warwick devraient avoisiner les 4827 km plus aucune corde tendue entre les deux extrémités. Et ici encore, la personne qui a fait la traduction s'est pris les pieds dans le tapis entre les miles, les mètres et les kilomètres. Faut-il se soucier de son niveau de compétence? Quand on en arrive à ce niveau d'erreur sans s'en rendre compte, la réponse est oui. Le mec ne s'inquiète pas un instant en osant dire qu'une sphère peut présenter une hauteur d'arc de 4827 km pour une corde de seulement 482,7 km. J'aimerais beaucoup le voir dessiner un cercle qui respecterait ce qu'il ose traduire. Il fallait donc lire ici 4 km et 827 mètres plus haut qu'une corde tendue entre les deux extrémités. Ici encore, ça monte. Si tel était le cas, il n'y aurait pas un conducteur ou chauffeur au sein du royaume qui voudrait se charger du train. Nous pouvons seulement rire de ceux parmi vos lecteurs qui nous créditeraient sérieusement de tels exploits aventureux, comme faire circuler des trains sur des courbes sphériques. Les courbes horizontales de niveau sont suffisamment dangereuses, les courbes verticales seraient 1000 fois pires, et avec notre matériel roulant construit actuellement, ce serait physiquement impossible. Donc, si je comprends bien, quand on navigue sur l'eau, la courbure de la Terre descend, mais quand on prend le train, elle monte. Nouvel exemple de la logique platiste dans toute sa splendeur. Si ce type parfaitement impossible à identifier a vraiment existé, s'il a vraiment dit ça, alors nous avons affaire à un parfait crétin qui ne comprend pas plus que Dubé d'ailleurs, ce qu'est l'horizontale, ni comment il peut l'obtenir avec son niveau à bulle. Et il serait arpenteur et ingénieur. Dans ce cas, je peux aussi bien affirmer que je suis astronaute depuis 10 ans et que lorsque j'étais dans la station spatiale ultra secrète de l'armée européenne financée par la NASA avec les fonds issus de l'or perdu des nazis, j'ai pu observer que la Terre est un tétraèdre régulier. Ne vous en déplaise, mon témoignage est aussi crédible que celui de cet inconnu. Quand bien même ce type aurait vraiment existé et dit ça dans ce journal dont je n'ai trouvé aucune trace,
Cette affirmation ne démontre en aucune façon que la Terre puisse être plate. Elle ne démontre même pas l'impossibilité de la sphéricité de la Terre. Elle ne démontre que l'incompétence de ce type et de ceux qui se permettent de relayer ce genre de propos. Argument 12. La société Manchester Ship Canal publiée dans le Earth Review a déclaré « Il est de coutume dans les constructions ferroviaires et de canaux pour tous les niveaux d'être soumise à une donnée qui est théoriquement horizontale et est donc représentée sur toutes les sections. Il n'est pas d'usage dans les présentations des travaux publics de prendre en considération la courbure de la Terre. » Comme il le dit si bien dans les présentations. Dans les faits, si les gars utilisent un niveau à bulle ou un fil à plomb pour trouver l'horizontale, alors ils prennent en compte la courbure de la Terre, sans forcément s'en rendre compte. Argument 13. Dans une expérience française du XIXe siècle menée par messieurs Biot et Arago, une lampe puissante avec de bons réflecteurs fut placée sur le sommet de Desierto de Las Palmas en Espagne et a pu être vue jusqu'à Camprès sur l'île d'Ibiza. Comme l'élévation des deux points était identique et que la distance entre les deux points couvrait près de 160,90 km, si la Terre était une boule de 40 225 km de circonférence, la lumière aurait dû être de plus de 2013 mètres, 2 km et un quart, en dessous de la ligne de visée. Celle-là, je l'adore. Dubé ose se servir des travaux de Biot et Arago, qui étaient deux géodésistes de talent, pour démonter leurs propres travaux. Quel culot, quelle fumisterie, quelle magnifique preuve de son habileté à vérifier ses sources et ses calculs. Oui, là, je sais, je me fous de sa gueule. Pour commencer, jamais il ne nous précise les détails de l'expérience. Jamais il ne nous dit l'altitude des points d'observation, ce qui est pourtant déterminant dans ce cas. Alors allons-y. Tout d'abord, le Desierto de Las Palmas culmine à 720 mètres. Comme la seule île dans un rayon de 160 km se trouve être l'île d'Ibiza, cherchons le point culminant, Satalayasa, 475 mètres. Première remarque, les deux points ne sont pas à la même altitude, et rien sur Ibiza ne monte à 720 mètres. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouve Camprès sur l'île d'Ibiza? Et comment cet endroit pourrait se trouver à la même altitude que Desierto de Las Palmas? Si on place notre point d'observation au sommet de Desierto de Las Palmas, à 160,9 km, un objet serait caché sur ses 333 premiers mètres. Or, Ibiza culmine à 475 mètres d'altitude. Donc, l'argument de Dubé ne vaut rien. Pire encore, je me suis demandé comment il avait obtenu ces 2013 mètres. C'est simple. Il a considéré que les deux altitudes étant similaires, ce qui est faux, nous l'avons vu, il pouvait tout simplement ne pas en tenir compte. La preuve. Argument 14. Dans son expérience, le lieutenant-colonel Porlock a utilisé des lumières d'oxydrogène et héliostats de Drummond, afin de refléter les rayons du soleil à travers les stations mises en place à travers les 173 772 km du chenal Saint-Georges. Si la Terre était vraiment une boule de 40 225 km de circonférence, la lumière de Porlock aurait dû rester cachée sous 2,5 km de courbure. Ici encore, aucune précision sur cette fameuse expérience. Dans quelles conditions a-t-elle été réalisée? D'où a-t-il pris ses mesures? Quand a-t-il réalisé ces mesures? C'est quand même le boulot de Dubé, ça, non? S'il veut nous démontrer quelque chose, il faut bien plus qu'une simple affirmation et sa bonne tête de vainqueur pour nous convaincre. Ma première idée a donc été d'aller chercher l'article sur Portlock dans Wikipédia. Et là, on entre dans au-delà du réel. Tout d'abord, Portlock, qui est né en 1794, aurait étudié à la Flat Earth Society School. La Flat Earth Society qui n'a pourtant été officiellement créée qu'en 1956. Étrange, non? Plus étrange encore lorsqu'on sait qu'il est né 22 ans avant Samuel Robotham, qui est le père de la Terre plate telle qu'on essaye de nous la vendre à l'heure actuelle. Alors qu'est-ce que c'est que cette Flat Earth Society School? Un petit lien se trouve là. Cliquons dessus et nous obtenons le registre de la Blundell School, où effectivement nous retrouvons notre cher Joseph Ellison Portlock. Mais absolument rien à voir avec une mystérieuse Flat Earth Society School. Enfin, l'article nous détaille sa carrière avant d'évoquer brièvement dans un dernier paragraphe sa vie privée. Pour finir dans ce même paragraphe par ces mystérieuses mesures qui prétendent qu'il a démontré qu'il n'y avait pas de courbure terrestre qui puisse démontrer le globe terrestre.
Alors que penser de cet article Wikipédia? Farce? Tentative de manipulation? Aucune idée. Toujours est-il que je ne peux pas prendre cet article au sérieux, d'autant que nous n'en savons toujours pas plus sur ces fameuses mesures. Alors, en cherchant un peu, on peut trouver ceci dans Memoir of the Life of Major General Colby de Joseph Edison Portlock. Je mets le lien dans la description. Traduction du texte. Cet héliostat simple et efficace a été utilisé avec succès sur des distances de plus de 100 miles, comme celle de, pardonnez-moi pour ma prononciation pitoyable, Presley dans le sud du Pays de Galles à Kippure dans le comté de Wicklow, du Kipper à Tipperary jusqu'à Kulgak à Fermanagh, était si facile à gérer qu'il a été mis en place et ajusté à Knockanathrion par M. James Flanagan. Alors, le Kippur, 750 mètres d'altitude. Presley Hills, 511 mètres d'altitude. Distance entre les deux, 173 km. Kepler Hill, 687 mètres d'altitude. Kulgak, 655 mètres. Distance entre les deux, 164,15 km. Relief entre les deux, pas plus de 100 mètres. Maintenant, amusez-vous à lire le texte et cherchez une conclusion du genre « Il n'y a pas de courbure, donc la Terre est plate ». Spoiler alerte, jamais Portlock n'écrit ça. Mais Dubé, qui n'a rien compris à l'expérience ni à l'objectif de cette expérience d'ailleurs, se permet sans aucune vergogne de tirer les conclusions qui l'intéressent, mais qui n'ont rien à voir avec les travaux de Portlock, ni avec une quelconque réalité. Encore une fois, avec cette pure escroquerie intellectuelle, Dubé perd toute la crédibilité qu'il n'a jamais eue. Même avec le plus puissant projecteur du monde, Dubé ne sera jamais une lumière. Argument 15. Si la Terre était vraiment une sphère de 40 225 km de circonférence, les pilotes d'avion devraient constamment corriger leurs altitudes vers le bas, afin de ne pas voler en ligne droite directement dans l'espace. Un pilote qui souhaiterait simplement maintenir son altitude à une vitesse de croisière normale de 804,5 km/h, aurait à plonger constamment le nez de l'appareil vers le bas et descendre de 846,08 mètres chaque minute. Sinon, sans compensation, en l'espace d'une heure, le pilote se trouverait 50,68 km au-dessus de l'altitude prévue. Alors celle-là, c'est un grand classique de ces platistes qui ont appris à voler comme ils ont appris à réfléchir. Quand vous montez un escalier, vous fournissez un effort à chaque marche pour vaincre la force de gravité et vous élevez d'environ 20 cm. Pour prendre de l'altitude, il faut donc obligatoirement fournir une poussée suffisante pour vaincre la gravitation. Maintenant, pour se maintenir à altitude constante, il faut aussi fournir une poussée qui équilibre la force de gravitation. Faites l'expérience assez simple, mettez-vous debout et maintenez la position. Vous êtes à altitude constante. Bien. Maintenant, relâchez vos quadriceps. Vous perdez de l'altitude car votre poussée ne compense plus la force de gravitation. De la même façon, le vol à altitude constante est aussi un équilibre entre la force d'attraction gravitationnelle et la portance, poussée verticale qui compense les effets de la gravitation. Si un avion volait au-dessus d'une hypothétique terre plate, pour prendre de l'altitude, il lui faudrait incliner ses gouvernes de profondeur et augmenter sa poussée pour lutter contre la force de la gravité. Si le pilote augmente la poussée mais n'incline pas ses gouvernes de profondeur, l'avion ira plus vite, mais ne montera pas. Sur notre bonne vieille Terre sphérique, le principe est exactement le même. Pour changer d'altitude, il faut nécessairement incliner les gouvernes de profondeur et augmenter la poussée du moteur pour lutter contre la gravité. Maintenant, attardons-nous un peu sur la portance. Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer le principe de fonctionnement d'une aile, mais à tout hasard, je vous laisse le lien vers la page Wikipédia sur le sujet dans la description. Je vais juste vous montrer la formule mathématique qui permet de calculer la portance d'une aile. Les avions de ligne peuvent agir sur les deux derniers paramètres avec des becs de bord d'attaque et des volets de bord de fuite. Mon avion, lui, est beaucoup moins évolué.
et les seules variables qui peuvent jouer sur sa portance sont donc la vitesse et la masse volumique de l'air. Rapprochez l'une de ces valeurs de 0, et mon petit triplan volera aussi bien qu'une pierre. Un avion de ligne, lui, pourra voler plus haut et certainement plus vite, mais tout comme le mien, il sera dépendant de ces deux valeurs, densité de l'air et vitesse. La densité de l'air diminue avec l'altitude. Mon avion sera donc dans l'incapacité de dépasser son plafond, car la densité de l'air ne permettra plus à ses ailes d'assurer une portance suffisante. Donc, pour ce qui est de me retrouver dans l'espace à cause de la courbure de la Terre, c'est raté. Désolé Dubé, c'était pourtant simple à comprendre et à vérifier pour qui voulait bien s'en donner la peine. Ensuite, la vitesse. La vitesse, elle seule, permet d'atteindre l'espace. Une fusée n'a pas d'aile et pourtant elle monte. Mais mon avion, ainsi que tous les autres, est bien loin de pouvoir atteindre ce genre de vitesse. À rater encore pour pouvoir jouer les cosmonautes. Mais pire encore, si ma vitesse devient trop faible, ses ailes seront aussi utiles qu'une voile sur un sous-marin, et mon avion sera dans l'impossibilité de maintenir son altitude. Reprenons l'expérience de Dubé. Notre avion vole en ligne droite, comme suggéré par Dubé. Maintenant, observons la même scène, mais du point de vue de quelqu'un qui suivrait l'avion depuis le sol. On le voit clairement prendre de l'altitude. Mais si Dubé n'évoque jamais la gravité dans son expérience, la gravité ne va pas se faire oublier juste pour lui faire plaisir. Observons donc les forces en présence. La gravité, la portance, la propulsion et la traînée. Notre avion vole à vitesse constante, donc la propulsion et la traînée sont d'intensité équivalente. La portance et la gravité sont également d'intensité équivalente. La portance, la propulsion et la traînée sont dépendantes de l'orientation de l'avion. La gravité, elle, est toujours orientée verticalement. Nous pouvons décomposer la gravité en deux forces, l'une parallèle à la portance, mais de sens opposé, l'autre parallèle à la traînée et qui va s'y additionner. Mais d'après Dubé, l'avion prend de l'altitude sans pour autant changer l'intensité de la propulsion. Nous avons donc un cumul de forces parallèles à la traînée d'intensité bien supérieure à l'intensité de la propulsion. Notre avion perd donc de la vitesse. Mais comme la portance dépend de la vitesse, notre avion perd aussi de la portance. Je ne pouvais pas conclure cette vidéo sans profiter de cet échange courtois, du moins c'est comme ça que je l'imagine, avec Révélator Mustang 68 qui pense que si la Terre était bien sphérique, on devrait pouvoir voir la courbure. Cette remarque est parfaitement légitime. Pour tout vous dire, je me suis moi-même fait cette remarque. La Terre est sphérique, pourquoi ne voit-on pas la courbure? Après tout, c'est parce qu'on se pose des questions qu'on peut avancer. Encore faut-il pouvoir obtenir les bonnes réponses. Mais ce n'est pas du côté de la Terre plate que vous les obtiendrez. La réponse est simple, quoique peu intuitive. Alors, j'ai fait un petit schéma. Si on observe une courbe sur un plan vertical, ce à quoi s'attend Révélator Mustang 68, votre regard doit d'abord monter pour arriver au sommet de la courbe, avant de redescendre. Or, nous sommes sur une sphère que nous allons imaginer parfaite. Petit rappel, la Terre n'est pas une sphère parfaite. Maintenant, j'observe l'horizon. La Terre étant sphérique, mon regard pointe légèrement vers le bas pour que ma ligne de visée soit tangente à la surface du globe. Il se forme donc un angle entre mes pieds, mon œil et l'horizon, qui dépend de mon altitude et de la taille de la Terre. Si je me tourne sur le côté pour y chercher la courbure de la Terre, mon regard sera toujours tangent à la surface de la Terre. L'horizon se trouvera toujours à la même distance, et l'angle entre mes pieds, mon œil et l'horizon sera toujours le même. Puisqu'a priori je n'ai pas changé d'altitude et que la Terre n'a pas changé de taille non plus. Je ne peux donc observer aucune courbure. Et n'oubliez pas,